Après le sommet Aspen Europe-Afrique, le président Alassane Ouattara s'est rendu en Arabie Saoudite à l'invitation de Sa Majesté Abdullah bin Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, pour une visite officielle du 7 au 10 décembre 2014. Aujourd'hui, 7 décembre 2014 consacre le 21e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne. Après ces 2 décennies, le souvenir de l'homme est toujours présent dans les esprits. Une messe d'action et de grâce a été dite à Yamoussoukro en sa mémoire. En économie, on s'intéresse ce soir au mobile money, ou l'usage du téléphone ou des TIC pour les transactions financières. La Banque mondiale vient de produire une étude qui montre que 1250 milliards de francs CFA ont circulé par le biais de ce nouveau mode d'opération financière. Et puis dans l'actualité culturelle ce dimanche, la 2e édition du Festival des rencontres internationales des arts et culture IAC. C'est la ville d'Adzopé qui accueille l'événement. 14 pays ouest-africains prennent part au rendez-vous. Plus de 80 prestations artistiques et expositions d'objets d'art africains en attraction. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. D'abord, ces images du président de la République Alassane Ouattara qui a entamé aujourd'hui une visite officielle de 4 jours au Royaume d'Arabie Saoudite à l'invitation du roi Abdullah bin Abdelaziz Al Saoud. Le chef de l'État est arrivé aux environs de 20h, heure locale, 17h GMT, à l'aéroport international King Khaled de Riyad. Il a été accueilli par le 2e prince héritier, Moureline bin Abdelaziz Al Saoud, 2e vice-président du Conseil des ministres, accompagné du prince turki bin Abdullah bin Abdelaziz Al Saoud. Le président de la République Alassane Ouattara va rencontrer mardi le prince héritier Salman bin Abdelaziz Al Saoud, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense. Le président de la République va également mettre à profit son séjour au Royaume saoudien pour s'entretenir avec les Ivoiriens vivant en Arabie Saoudite avant de se rendre à Jeddah où il aura des rencontres au siège de l'OSI et de la Banque islamique de développement. Retour à l'actualité nationale et aujourd'hui, 7 décembre 2014, consacre le 21e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne. Après ces 2 décennies, le souvenir de l'homme est toujours présent dans les esprits. Des révélations des plus confidentielles sur sa vie et sa politique sont faites par ses disciples. Des témoignages qui révèlent que l'homme était un apôtre de la paix. Aussi, un homme généreux en témoigne, Catherine Meledj, alors intendante au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro de 1970 à 1980. Elle a côtoyé le premier président de la Côte d'Ivoire, Michel Digré. Félix Houphouët-Boigny, un chef d'État à la dimension internationale, mais également très proche de son peuple. Houphouët-Boigny, tout au long de sa vie, a connu et fréquenté plusieurs inconnus de la scène politique. Des citoyens lambda qui ont eu la chance de le côtoyer et qui gardent encore dans leur mémoire ces moments passés auprès du vieux. Parmi eux, Dame Catherine Meledj Diedro, intendante au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro dans les années 70. Un jour, nous sommes allés à sa table. Et puis, je dis, moi j'ai envie de chanter. Hein. Alors il me dit, et j'ai répété 3 fois, il me dit, mais chantez, Madame Meledj. Alors il dit, petit Papa Noël, quand tu reviendras du ciel, avec des jouets par milliers. Papa, n'oublie pas mes petits souliers. Alors aussitôt, il a dit, comptez tous ceux qui sont à table. On a donc compté tout le monde et puis nous avons eu droit à des enveloppes. Une générosité qu'il manifestait également à l'endroit des personnes qu'il ne connaissait pas. Il y a une jeune fille qui m'a rencontré il y a peut-être 3 ans de cela. Maman, Maman Meledj, je la regarde. Je dis, le lycée des jeunes filles. Elle me dit oui. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis une des jumelles dont le père ne pouvait pas payer la scolarité. Et donc vous avez payé la scolarité. Et ce n'était pas moi. C'était le président Félix Houphouët-Boigny. Mais il nous demandait de ne pas en parler. Il le fait dans la grande discrétion. Catherine se souvient aussi de Félix Houphouët-Boigny, le courtois. Et puis il était courtois. Très courtois. Quand nous y allons de temps en temps, il se permet de venir nous accompagner jusqu'à notre voiture. Je dis, papa, mais tu nous accompagnes, c'est gênant. Il dit, Madame Meledj, vous ne savez peut-être pas ça, mais j'ai eu le prix de courtoisie. Quand vous avez côtoyé un tel homme, vous ne pouvez pas ne pas être courtois. Vous ne pouvez pas ne pas respecter l'homme. Houphouët-Boigny, c'était surtout la marque de l'élégance. Il aimait bien s'habiller. Avec son tailleur,
Il nous a dit un jour que c'était son tailleur choisissait les tissus. Il faisait ses habits. Il était élégant, smart comme diraient les Anglais. Et ce dimanche, la famille biologique de feu Félix Houphouët-Boigny, le clergé catholique ainsi que les autorités se sont retrouvés à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour une messe d'action et de grâce pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Serge Colléa. Prière et recueillement à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en ce dimanche 7 décembre 2014. Date mémorable pour les Ivoiriens qui marque le 21e anniversaire du rappel à Dieu de feu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Homme de Dieu, membre de la commission épiscopale du dialogue interreligieux, famille biologique du premier président de la République de Côte d'Ivoire, disciples et compagnons politiques se sont à l'occasion souvenus de Félix Houphouët-Boigny. Homme de foi à la vision écuménique accomplie. Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque métropolitain de Krogo, célébrant de cette messe d'action de grâce, a prôné les valeurs de paix et de réconciliation qui incarnaient Félix Houphouët-Boigny. Le directeur général des cultes, Messamba Bamba, se réjouit de ce devoir de mémoire qui vient renforcer la fraternité, l'entente et l'unité entre les guides religieux de la Côte d'Ivoire. Un grand faiseur de paix qui a vécu toute sa vie à prôner la paix, à faire la promotion de la paix, de l'entente et aussi de la prière, puisqu'il a construit des mosquées, des églises, j'en veux pour preuve la basilique. Réconciliation et paix entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire, c'est le message délivré par Augustin Thiam, gouverneur du district de Yamoussoukro, membre de la famille Houphouët. Cette journée de souvenir s'est poursuivie au caveau familial où repose l'illustre disparu. On poursuit en religion. L'évêque du diocèse de San Pedro, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, a lancé aujourd'hui les festivités du jubilé d'argent du diocèse de San Pedro. La cérémonie s'est déroulée en présence du nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri et de plusieurs autres évêques de Côte d'Ivoire. Thérèse Tapeyoboué. C'est dans la joie et la ferveur totale que le clergé et les fidèles catholiques de San Pedro ont accueilli leur hôte, le nonce apostolique, ainsi que plusieurs évêques, à l'occasion de la célébration marquant les 25 ans d'existence du diocèse de San Pedro. Un diocèse créé par le pape Jean-Paul II en octobre 1989. Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi est l'administrateur de ce diocèse. Nous célébrons 25 ans et aujourd'hui, peut-être beaucoup s'étonnent que nous n'ayons pas de cathédrale. Ça, c'est des défis à relever et c'est en cela que je lance un appel auprès de toutes ces personnes qui sont venues nous soutenir de près ou de loin durant cette célébration d'ouverture des 25 ans. La célébration des 25 ans d'existence du diocèse de San Pedro est un temps d'arrêt pour rendre grâce à Dieu pour les acquis dans l'œuvre missionnaire, puis rendre hommage aux pionniers. Le nonce apostolique a, à cette occasion, transmis aux fidèles de San Pedro le message de soutien et les bénédictions du pape François. Le diocèse de San Pedro comprend 44 prêtres diocésains, 34 religieuses, 9 congrégations, 23 paroisses. Et on boucle ce chapitre religion avec le pasteur mondial de l'église du christianisme céleste, Emmanuel Obiyina Oshofa. Il était en Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Il est allé au contact de milliers de fidèles ivoiriens pour leur parler de la vie de l'église et les inviter à l'union et à l'apaisement au sein de la communauté céleste qui souffre depuis plus de 3 années d'une crise interne de leadership. Doigt des lasers. Accueil chaleureux à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué, le pasteur mondial de l'église du christianisme céleste, Emmanuel Obiyina Oshofa, foule le sol ivoirien. Venus nombreux, les fidèles de l'église céleste de Côte d'Ivoire lui ont témoigné leur attachement à leur communauté. Des rencontres de prière, des conférences de presse ont permis aux guides spirituels de l'église du christianisme céleste d'appeler à l'union et à la fraternité au sein de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire.
d'Ivoire. Partout, vous allez chercher que le calme règne, l'entente parfaite règne, et Dieu va vous assister et vous bénir. Le jugement appartient à l'Éternel Dieu. Cette division-là, qui est trop marquée ici en Côte d'Ivoire, ne l'est pas, se reconnaît par l'État fédéral. Et l'ordre hier, nous entendons en Côte d'Ivoire, demeure toujours super évangéliste Canon Luc. Il n'a pas changé de thème. L'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire connaît depuis plus de 3 années une crise interne. Emmanuel Obiyina Oshofa a durant son séjour saisi le ministre des cultes pour son implication dans le règlement des divergences au sein de l'Église céleste. En économie, on s'intéresse à cette activité qui gagne du terrain et défie même les structures classiques, le mobile money ou l'usage du téléphone ou des technologies de l'information et de la communication pour les transactions financières. L'activité est en nette progression en Côte d'Ivoire. La Banque mondiale vient de produire une étude qui montre que 1250 milliards de francs CFA ont circulé par le biais de ce nouveau mode d'opération financière. Adama Koné. Le rapport de la Banque mondiale est formel. La Côte d'Ivoire est considérée comme un sprinter sur le marché du mobile money. Les chiffres illustrent ce qualificatif. En 2013, les transactions en monnaie électronique se chiffrent à 1250 milliards de francs CFA, un montant qui a circulé entre 2 millions d'utilisateurs actifs. Une performance liée au coût modique des services financiers pour les ménages à faible revenu, les petites entreprises et les zones rurales difficiles d'accès. Le marché monétaire électronique en Côte d'Ivoire mobilise 12 000 agents. Le mobile money est surtout utilisé comme dépôt ou stockage sécurisé. Pour la plupart des utilisateurs, donc, c'est un portefeuille constituant une solution entre l'inaccessibilité aux services bancaires classiques et les risques liés à une détention de monnaie sur soi. L'épidémie d'Ebola pourrait avoir des conséquences économiques catastrophiques dans les pays les plus touchés, notamment la Guinée. Les craintes liées au virus font aussi du mal aux commerçants dans le pays. C'est le cas des vendeuses de pastèques, véritables victimes collatérales de l'expansion du virus. Reportage. En Guinée, c'est la crise de la pastèque. Avec l'épidémie d'Ebola, les frontières sont fermées et les vendeuses qui écoulent habituellement leurs fruits à l'étranger se rabattent sur la capitale Conakry. Mais là aussi, elles ont du mal à trouver acheteurs. Une mauvaise rumeur prétend que l'on peut attraper la maladie en mangeant de leurs fruits. Certaines personnes disent que nos fruits ne sont pas mangeables à cause d'Ebola. Les vendeuses viennent de province et elles dorment sur place le temps d'écouler leurs marchandises. En ce moment, elles sont obligées de brader leurs pastèques pour ne pas repartir les mains vides. Malgré cela, les fruits s'entassent, puis pourrissent, puis se transforment en immondices. Regardez toutes ces pourritures, regardez les pertes qui sont là. L'État devrait penser à ces femmes. Elles sont là nuit et jour. Certains préconisent des mesures d'accompagnement, comme ce consultant pour le ministère de l'Agriculture, car la mévente d'aujourd'hui aura forcément des conséquences sur la production de l'année prochaine. La conséquence, c'est celle-ci qui vont être découragées et du coup, ça va aller jusqu'à la production. La production, c'est l'année prochaine, parce que le paysan, si cette année il produit, il ne vend pas, l'année prochaine, il va s'orienter vers d'autres actions. Autre solution, favoriser de petites unités de transformation pour conditionner les pastèques et les écouler plus tard. Mais là encore, cela demande une intervention de l'État. Le magazine du dimanche, ce 13h sur nos antennes, avait pour invité un jeune leader entrepreneur, Soro Wanyima, président de l'ONG Global Shapers Abidjan. Répondant aux questions d'Alvarassa, il a évoqué la question de l'entrepreneuriat jeune en Côte d'Ivoire. Extrait. Alors, entreprendre ou créer une entreprise consiste à mettre en place une organisation dans le but d'offrir un service, un produit ou sur un marché ou tout simplement à une population. L'entrepreneuriat pour nous peut aujourd'hui même prendre deux formes. L'entrepreneuriat à but lucratif, c'est-à-dire créer une entreprise dans le but de gagner de l'argent à in fine, et l'entrepreneuriat social, dont la portée est non lucrative, mais la portée est d'apporter un bien-être aux populations.
déjà les conditions macroéconomiques sont créées déjà pour nous assurer déjà un développement. Que je prenne les infrastructures et bien d'autres faits, bien d'autres conditions économiques, les conditions sont bien créées pour qu'il existe un entrepreneuriat. Maintenant, il appartient à la jeunesse de prendre ses responsabilités aussi pour accompagner tout ce mouvement de telle sorte à pouvoir être les acteurs de l'économie de demain. Monsieur Koné Brahima Yves, président de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque, mesdames et messieurs, les députés membres de la dite commission à la réunion du lundi 8 décembre à 10h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, examen des projets de loi suivants. Projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2013. Projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2015. Cantine scolaire, la solution, c'est le titre du film réalisé par la Direction nationale des cantines scolaires. Il traite de l'importance des cantines scolaires. Naturellement, le film a été officiellement présenté à la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, aux partenaires de la communauté éducative et aux acteurs du système. Connu par Gassoro. Afin d'accroître le taux de scolarisation dans l'enseignement primaire et la rétention des élèves tout au long de leur cursus scolaire, le gouvernement ivoirien s'est engagé à installer des cantines scolaires. Avec le retrait progressif du programme alimentaire mondial PAM en 1997, le gouvernement a mis en place un programme intégré de pérennisation des cantines scolaires. Programme dirigé par la Direction nationale des cantines scolaires qui, pour la mise en œuvre de ces activités, a décidé de réaliser Cantine scolaire, la solution. Un film de sensibilisation sur l'importance des cantines scolaires. Ce film vise à donner une nouvelle impulsion à la mobilisation des communautés et des partenaires en faveur des cantines scolaires. Vous avez décidé de donner plus de visibilité aux activités des cantines scolaires en nous autorisant à réaliser un film, Madame le ministre. Nous voulons vous dire merci pour votre sens élevé du devoir et surtout saluer votre vision éclairée de l'émergence. Satisfaite de la réalisation de ce film, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamara, souhaite la diffusion. Vous avez eu le nœud creux, parce que l'image parle mieux que 1000 mots. Elle avertit de façon plus incisive, parce qu'elle porte une émotion plus forte. C'est pourquoi elle est un puissant moyen de sensibilisation à une échelle importante. Selon la Direction nationale des cantines scolaires, l'étude multi-pays sur le coût de la faim dans 12 pays d'Afrique relève que 7 à 16% des cas de redoublement sont dus à l'absence des cantines scolaires dans les établissements scolaires primaires. Cantine scolaire, la solution, ce film a été réalisé par l'artiste comédien Zahon Gabriel. Le bureau exécutif du syndicat national des assistants sociaux de Côte d'Ivoire, SUNASI, a levé son mot d'ordre de grève prévu pour ce 10 décembre, une décision prise après une rencontre avec le ministère de tutelle, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, notant que le motif de la grève porte entre autres sur l'inexistence du profil de carrière et la situation de 1320 assistants sociaux. Franck Audio. Après une série de grèves, du 8 au 18 novembre dernier, le syndicat national des assistants sociaux de Côte d'Ivoire et la tutelle se sont rencontrés. Des promesses d'avancée et une conclusion heureuse. En conséquence, vu les négociations en cours, en vue de trouver une issue favorable aux revendications des assistants sociaux, compte tenu de la sollicitation de la primature, en attente des rencontres des 8, 9, 10, 11 et 16 décembre 2014, soucieux de la paix sociale, le bureau exécutif national du SUNASI, s'alignant sur les résolutions de sa dernière assemblée générale tenue le samedi 6 décembre 2014, annonce la suspension de son mot d'ordre de grève. Par conséquent, il invite tous les camarades assistants sociaux et assistants sociaux adjoints au travail le lundi 8 décembre 2014 à partir de 7h30. Notons pour rappel que les différents mouvements d'arrêt de travail étaient relatifs entre autres à l'inexistence de profils de carrière et la situation de 1320 assistants sociaux.
Les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire réunis au sein du GEPSI étaient à Grand-Bassin pour réfléchir sur les difficultés de la corporation et élire le nouveau bureau exécutif. Amédée Assi, actuel président du GEPSI, a été réélu pour un nouveau mandat de 3 ans. La précision de Franck Adio. Des unes de journaux offertes à l'appréciation d'un lectorat clairsemé. On est bien loin du printemps de la presse des années 90 et les patrons de presse sont les premiers à le reconnaître. La réflexion est engagée lors du 3e congrès du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Thème choisi, quelle stratégie pour les éditeurs ivoiriens face à la crise mondiale de la presse? Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les éditeurs de presse ne sont pas dans une situation, disons, de tendre la main à l'État. On est dans une situation où la presse, tout comme les partis politiques, sont un acteur important. L'émergence de nouveaux médias, qu'est l'Internet et l'information accessible par de multiples supports, il faudra donc s'adapter. Et en Côte d'Ivoire, il faut déjà créer les conditions. Le gouvernement a pris une décision très attendue, n'est-ce pas, prendre en compte au moins 6 mois de parution des journaux, ce qui n'est pas rien. Ça peut libérer les différents éditeurs pour asseoir une nouvelle stratégie. Adopter une nouvelle stratégie. Et justement, le 3e congrès du GEPSI a permis le renouvellement du bail de 3 ans d'Amédée Assi, président sortant. GEPSI, aujourd'hui, doit devenir une entité qui s'appuie beaucoup plus sur l'aspect économique des choses. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions, par exemple, faire que nos entreprises puissent vivre de ce qu'elles produisent, c'est-à-dire les ventes, mais aussi la publicité. Amédée Assi avait face à lui 2 autres candidats, Dibi Atumbré et Alan Ali. Notons que 34 patrons de presse ont pris part à ce 3e congrès. Le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa soulage les populations. 2 ambulances neuves ont été offertes à l'hôpital général de Sikensi aux populations de l'axe Agboville-Aboudé-Kwasi. Une action de plus pour améliorer les conditions de vie de ces populations. La cérémonie de remise d'ambulances a eu lieu ce week-end à Agboville en présence du ministre des Affaires présidentielles. Le compte rendu de Mamadou Kwasi. 2 ambulances médicalisées toutes neuves pour l'hôpital général de Sikensi et pour le centre de santé urbain d'Aboudé-Kwasi-Kro. Ce dont va servir à soulager les populations de l'axe Ofa-Agboville à Aboudé-Kwasi-Kro, à la recherche de moyens de transport confortables pour les malades et les blessés graves. Le geste est du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa qui fait de l'amélioration des conditions de vie de ces populations sa raison d'existence. Le président de cette institution régionale et son équipe entendent renforcer ces actions. Nous sommes en train de travailler, faire ce qu'il faut pour que dans un délai vraiment pas aussi trop long que ça, pour que nous puissions trouver vraiment des solutions aux préoccupations des parents. La remise de ces véhicules a été l'occasion pour les fils et filles de cette région de sceller l'union pour booster le développement de l'Agnébi-Tiassa. C'est une journée qui doit marquer le début du développement de notre département, mais surtout du début du vivre ensemble à Agboville. Des engagements salués par le ministre chargé des Affaires présidentielles. Ibrahim Ouattara invite les populations à s'unir et à soutenir les actions de développement du président de la République. Ce qui est le plus important pour nous, Ivoiriens, quel que soit notre bord politique, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre appartenance sociologique, c'est le développement. Il est important que nous comprenions que le développement doit primer en toute réflexion, en toute action. Je suis du FPI, je suis du RDR, je suis du PDCI. Tout ceci n'a d'importance que dans l'action de développement. Les chefs de terre, les chefs de village. La Côte d'Ivoire a besoin de vos prières. Les fils de Côte d'Ivoire ont besoin de vos conseils. Je vous demanderai de continuer. Il faut que vous continuiez à soutenir le président Ouattara qui a de grandes ambitions pour la Côte d'Ivoire. Le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, Martin Bolo, a saisi l'occasion pour dresser le bilan des actions menées et les nombreux défis à relever, notamment l'électrification rurale, l'adduction d'eau potable, le reprofilage des routes et la mise en place d'activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes de l'Agnébi-Tiassa. Gonti Gueux Antoine, c'est le nom du nouveau chef du village de Petit Danané. Il a été investi vendredi. Le nouveau chef dit vouloir mettre l'accent sur la cohésion sociale et la réconciliation entre les différentes communautés vivant à Petit Danané. C'était en présence des élus et cadres de la région du Tankwi, avec à leur tête le ministre du Plan et du Développement, Albert Mavri Touakeus, le point de Konepar Gassoron. Le
Petit Danané, ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas dans la région du Tompi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais plutôt à une trentaine de kilomètres d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord, précisément dans la sous-préfecture de Songron. Ici, les populations de ce village sont en joie. La raison, le nouveau chef de village, Gontigue Antoine, vient d'être investi. Investiture qui a vu la participation du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Mabry Touakeus, du secrétaire exécutif du Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Nana Ndopo, des élus et cadres du Tompi et du sous-préfet de Songron. Occasion pour le ministre d'État, Mabry Touakeus, fils de la région du Tompi, de prodiguer de sages conseils au nouveau chef du village de Petit Danané avant de saluer l'hospitalité du peuple Achan. Je tiens à vous rendre hommage, à vous remercier et à joindre ma prière, mais aussi les prières de tous mes frères qui m'accompagnent pour que le peuple Achan continue d'être le peuple sur lequel la Côte d'Ivoire repose. Gontigue Antoine, nouveau chef du village de Petit Danané, souhaite la collaboration et le soutien de toutes les communautés en vue de mener à bien sa mission. Avec l'appui des frères de Gebo, qui sont là, les chefs Bada, les chefs Dedo, et leurs notabilités qui sont autour de moi, avec qui on tisse de très bonnes relations, je crois que je pourrais m'en sortir. Pour les habitants, l'investiture du nouveau chef est un signe pour amorcer le développement de Petit Danané. Plusieurs dons lui ont été offerts par les populations. Souvenez-vous, en novembre dernier, un immeuble s'était effondré dans la commune d'Atekoubé, faisant des dizaines de morts et de blessés, une dizaine de morts et de blessés. Le gouvernement a décidé de soutenir les victimes à travers le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Tous les détails dans ce compte-rendu d'Armaniamien. Il y a un mois, un immeuble s'effondrait dans la commune d'Atekoubé. Cet effondrement avait fait 10 morts et 9 blessés. Un mois après ce drame, le gouvernement ivoirien décide de venir en aide aux victimes. À cette cérémonie organisée par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, les représentants des familles des personnes décédées ont reçu chacun la somme d'1 million de francs CFA et les blessés 350 000 francs CFA par personne. Bien que le gouvernement ne soit pas responsable, mais pour tout gouvernement aussi qui est en général responsable, qui a pour devoir de protéger, d'aider ses administrés. Dans ce cas-là que nous avons voulu absolument vous recevoir ce matin et faire le geste symbolique de l'État. Au nom des bénéficiaires, Karim Sidibé a traduit sa reconnaissance au gouvernement pour cet acte de solidarité. Il a aussi souligné que 7 sur les 9 blessés ont quitté les hôpitaux. Karim Sidibé a également plaidé pour que des actions soient encore menées en faveur de certains blessés dont la prise en charge nécessite des interventions chirurgicales au coût élevé. Outre les représentants des victimes, le maire d'Atekoubé Daou Paulin et un représentant de l'ONPC, l'Office national de la protection civile, ont assisté à la cérémonie. Les femmes de Tiasalé, regroupées au sein de plusieurs groupements, se sont retrouvées récemment pour évoquer les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur travail. C'était au cours d'une journée dédiée aux femmes rurales, une journée initiée par l'Union des femmes du département de Tiasalé. Thérèse Tapeyoboué. Mobilisation des femmes de Tiasalé à l'occasion de la journée dédiée à la femme rurale. Une initiative de l'Union des femmes du département qui entend ainsi encourager les femmes rurales au renforcement de l'esprit coopératif et associatif, à la recherche de moyens pour réduire la pénibilité de leur travail. Cette journée a été aussi l'occasion pour évoquer les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées. Manque d'équipement de production et de transformation des produits agricoles, de motopompes pour les cultures contre-saison, de fonds pour le financement de micro-projets, des problèmes liés à l'évacuation des produits vivriers. Marraine de cette cérémonie, Maître Biti Kouyaté. Elle a mis un accent sur les violences faites aux femmes en milieu rural. La violence dans notre pays est une réalité. Et nous, les femmes rurales, nous devons être vigilantes. La violence, c'est quoi? Battre sa femme. Il n'y a pas seulement le viol, mais battre sa femme ou bien l'insulter, ça peut vous conduire en prison. Puis, inviter les femmes
à la consolidation de la paix. Le maire et le sous-préfet de Tiasalé ont encouragé les femmes à la poursuite de leurs objectifs pour leur épanouissement. La cérémonie a été marquée par des témoignages de plusieurs femmes qui, parties de rien et qui, grâce à leur persévérance, assurent aujourd'hui leur autonomie financière. Dans l'actualité culturelle ce dimanche, la deuxième édition du Festival des rencontres internationales des arts et cultures RIAC. C'est la ville d'Adzopé qui accueille l'événement culturel pour la seconde fois. 14 pays d'Afrique de l'Ouest prennent part au rendez-vous. En 3 jours, plus de 80 prestations artistiques et des expositions d'objets d'art africains seront les principales attractions de la cérémonie. Des prestations de danse, des expositions de tableaux, le Festival des rencontres internationales des arts et cultures, RIAC, donne le ton à sa deuxième édition dans la ville d'Adzopé. Cet événement culturel africain accueille cette année 14 pays d'Afrique de l'Ouest qui vont en 3 jours présenter aux populations du département d'Adzopé leur talent artistique. Adzopé nous offre un cadre, nous offre une proximité avec Abidjan qui fait qu'on peut venir faire une prestation ici aujourd'hui et repartir à Abidjan le même jour, qu'on peut venir voir un spectacle à Adzopé et repartir le même jour. La Côte d'Ivoire ne se limite pas qu'à Abidjan. Il faut que nous, hommes culturels, nous, opérateurs culturels, on aille un peu vers les autres populations qui savent que la culture peut aider à faire le développement de leur pays, de leur région, je veux dire. Pour le maire de la ville, cette rencontre culturelle va contribuer à la réconciliation et à la cohésion sociale, gage du développement de la région de la Mé. Mon souhait, c'est de faire d'Adzopé un pôle de rencontre de la culture. Les RIAC, la culture, les arts et la culture peuvent être l'une des principales voies de la réconciliation, du vivre ensemble, et certainement la population fera tout pour que ce festival continue. Plus de 80 prestations sont prévues durant les 3 jours de brassage culturel avec à l'affiche des conférences débats et des visites des sites touristiques de la région de la Mé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.